Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle FAQ souscripteur mensuel. Donc si vous ne connaissez pas le principe, j'ai des souscripteurs donc qui me soutiennent financièrement et qui me permettent de faire ces enquêtes indépendantes. Donc si vous voulez les rejoindre, vous avez le lien dans la description. Ça commence à 3 € par mois et à 9 € par mois, vous avez accès à toutes les archives de la chaîne, donc plus de 700 ou 800 vidéos de 45 minutes en moyenne. Ça commence à faire et là vous trouverez vraiment, des pépites, qui sont toujours d'actualité pour la plupart. Et donc, les souscripteurs ont un des privilèges des souscripteurs, c'est de pouvoir me poser les questions qu'ils veulent, une fois par mois. Et donc, je réponds à toutes, contrairement au live où il y a beaucoup de questions qui me sont posées, mais comme ça passe vite, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Et donc, en plus, je travaille un peu en amont pour répondre du mieux que je peux à ces questions. Donc, il y a une vingtaine de questions qui m'ont été posées ce mois de juin, et donc je vais m'empresser d'y répondre. Alors, c'est parti. Bonjour Jean, vous qualifiez le RN de parti de gauche, même d'extrême gauche en fait. Quelles sont concrètement les mesures de leur programme électoral que vous qualifieriez de gauche? Eh bien toutes, y compris sur l'immigration. C'est ce qui choque le plus mes interlocuteurs quand je leur en parle. Mais la seule chose qui permet de classer à droite, voire à l'extrême droite, hein, le RN, c'est la lutte contre l'immigration, soi-disant. Or, le RN ne dénonce pas les deux principales sources de l'immigration, hein, je rappelle, le communisme et le catholicisme. Voilà. Pire, le RN est le rassemblement des communistes et des catholiques. Ah, voilà, ça ne s'invente pas. Donc Marine Le Pen est pro-russe, ça aussi c'est un problème. Hein. La Russie s'inscrit avec l'agent du KGB Poutine et président du FSB, donc ex-agent du KGB, s'inscrit dans l'international communiste, avec la Chine communiste bien sûr, la Corée du Nord, le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, l'Afrique du Sud, etc., 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 l'Angola. Donc, c'est l'international communiste, là. Et Marine Le Pen est leur allié, là on le voit bien avec les élections, j'y reviendrai peut-être dans cette FAQ, mais sinon, on voit Pierre Gentillet, en fait, tous les pro-russes sont en train de rejoindre le Front National, le Rassemblement National, et un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, on a une droite qui est très infiltrée par les pro-russes et une gauche très infiltrée par le Parti communiste chinois. Donc c'est le même schéma qui se reproduit un peu partout, puisque la France était en retard sur ce schéma parce que tout le monde était pro-russo-chinois. Maintenant, il y a un clivage qui est en fait entre les pro-russes et les pro-chinois. Ah, super. Donc Marine Le Pen est marxiste hein, depuis longtemps, depuis toujours. Et au-delà, il y a des mesures phares de ce que j'appelle la vraie droite, comme l'interdiction de l'avortement. Marine Le Pen a voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, donc là, on ne peut pas aller plus loin dans le gauchisme. La peine de mort, autre mesure phare, eh bien, Marine Le Pen a abandonné l'idée même d'un référendum sur la peine de mort, c'est-à-dire que son père était pour la peine de mort, elle, oui, peut-être au début, timidement, après elle a dit il faudrait un référendum, et puis finalement, elle a abandonné même l'idée du référendum. Donc voilà. Et puis sans parler du droit du port d'armes, dont ils n'ont jamais parlé, ni le père ni la fille. La liberté d'expression la plus large, je crois que le père était contre les lois dites mémorielles, contre le racisme, etc., mais qui en fait crée du racisme. Donc c'est gênant. Par hétérotélie, hein, c'est quand vous créez une conséquence non souhaitée. Bref, donc voilà, le Rassemblement national est d'extrême gauche, même pas de gauche, vous voyez, parce que la gauche, moi, c'est pour moi, la gauche, c'est Kennedy. Bon, bah, et Marine Le Pen a elle-même dit qu'elle était à la gauche d'Obama. Elle l'a dit en 2011 et en 2013. Obama, c'est quelqu'un d'extrême gauche aussi, donc elle est à l'extrême gauche de quelqu'un qui est à l'extrême gauche bon, aux États-Unis. Mais voilà, en France, on perd complètement le Nord, hein, c'est le cas de le dire, tout le monde étant de gauche et d'extrême gauche. Dès que vous dites peut-être il faudrait arrêter un peu l'immigration, comment? Extrême droite. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un clivage, soi-disant, et qu'il y a des gens qui hurlent au fascisme, au racisme et au nazisme, alors qu'eux-mêmes collaborent avec le Parti communiste chinois, c'est-à-dire le pire régime sur Terre. Mais ça va, tout va bien. Donc franchement, ça ne va pas durer, parce qu'au bout d'un moment, les Français vont bien s'en rendre compte. Moi, je suis censuré, mais voilà, ils ne sont pas bêtes. Donc c'est vrai que les médias gagnent du temps en censurant les paroles de vérité comme la mienne, mais bon, voilà, la vérité finit toujours par triompher, après c'est une question de temps. Alors, autre question, bonjour Jean, je commence tout juste le livre de Mathieu Sirvin,
Voilà, donc là, le titre est pas rappelé, donc c'est «La France face à la guerre mondiale du Parti communiste chinois», je crois. Avez-vous de ces nouvelles? Y a-t-il eu un retour de sa part suite à la lecture de Golitsyn? Alors oui, j'ai de ces nouvelles, parce que je lui ai proposé une nouvelle émission. Il m'a dit: «Je suis très pris en ce moment par mon travail, donc malheureusement, je ne peux pas, interagir». Il a donné une interview sur Epoch Times, donc je crois qu'on en parlera juste après d'Epoch Times d'ailleurs, mais donc je vous y renvoie, voilà, mais c'était hélas une interview écrite et pas, vidéo, hein, puisque, en vidéo ne sont interviewés que des pro-parti communiste chinois sur Epoch Times, hein, c'est gênant. Moi, j'ai jamais été interviewé en vidéo et Mathieu non plus. Bref, donc je vous renvoie à cette, interview. Quant à Golitsyn, en fait, il est pas complètement convaincu par Golitsyn. Je lui en veux pas parce qu'il fait tellement de bon travail par ailleurs et notamment dans ce livre qui est franchement, je recommande, vous voyez, il y a pas beaucoup de livres que je recommande, à part les miens bien sûr, mais il y a Golitsyn et Mathieu Sirvin. Voilà, parce que c'est en français et que vraiment, voilà, en 600 pages, vous allez avoir, c'est notre pays, je veux dire, ce livre devrait être lu par tous les patriotes, là, tous les pseudo-souverainistes et compagnie. Ils devraient lire ce livre de Mathieu, parce que là, ils se rendraient compte à quel point le Parti communiste chinois est un ennemi héréditaire, fondamental, intime, tout ce que vous voulez, de la France. Et ça, moi, je le dis depuis longtemps. Et là, ça fait plaisir en plus de voir quelqu'un qui a fait un travail totalement complémentaire au mien, parce qu'il a des connaissances que je n'ai pas et inversement. Donc, il est allé sur lui, il a plus, c'est plus un historien, Mathieu. Moi, je suis plus journaliste, voilà, et lui, il est plus historien. Et du coup, il va creuser dans des archives, dans des trucs que personne ne cherche, parce que c'est vieux, hein, ça a 50 ans, 60 ans, 100 ans, et donc il va trouver des archives sur la manière dont le Parti communiste chinois déjà nous désignait comme l'ennemi principal dès sa création. Dans ça, c'est dans son livre. Et puis après, ils nous ont virés d'Indochine, d'Algérie. Ils ont contribué beaucoup à ça. Donc ça, il explique et bien d'autres choses. Et je vous laisse découvrir tout ça. Franchement, vous allez, bon, si vous partagez déjà ma vision du monde, parce que vous avez compris que le communisme est l'ennemi de la France et de l'Occident et du monde, ça va encore plus vous conforter dans cette opinion. Mais si vous n'avez pas encore complètement cette opinion, et si vous hésitez, là, ça va vous convaincre définitivement. On passe le bonjour évidemment à Mathieu. En tout cas, je vous rassure, tout va bien de son côté, il est en bonne santé et tout, c'est juste qu'il n'a pas le temps. Voilà. Hélas, et j'espère qu'il aura bientôt le temps. Voilà. Alors, mais comme il est agriculteur, voilà, c'est juste qu'il il y a des phases, comme vous le savez, il y a la saison haute et puis la saison basse. Donc Mathieu va bien, je pense, va bientôt revenir pour nous reparler de tout ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, est-ce que la Chine communiste, le Parti communiste chinois, a envahi la Polynésie française de façon à la fois plus ouverte et plus concrète par rapport à la métropole? Non, alors ils sont très discrets ici aussi. Bon, il y a un institut Confucius à l'université de Polynésie. Il y a des milliardaires chinois, il y a une diaspora chinoise ici, mais il y a forcément donc il y a un consulat chinois, mais l'influence chinoise est assez présente. En même temps, elle a un peu reculé avec une affaire qui il y a quelques années déjà, où les Chinois voulaient implanter, je ne sais plus ce que c'était, de la pisciculture ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un truc énorme. Et finalement, le gouvernement, qui était le gouvernement Fritsch à l'époque, a dit non. Donc ça a été un recul, mais ils essayent de grignoter toujours. Voilà, tout ce que je peux dire. Après, moi, ils m'ont jamais embêté. Enfin, je suis pas au courant. Ils doivent écouter, j'imagine, mon travail, mais pour l'instant, ils font rien. Voilà, contre moi, en tout cas, que je sache. Alors, en tant que journaliste indépendant, subissez-vous d'éventuelles pressions? Ben voilà. Pouvez-vous nous en dire un peu plus quant à l'occupation du Parti communiste chinois en Polynésie française? Le constatez-vous et le vivez-vous? Non, je vais pas à l'université. Donc si j'allais à l'université et qu'il y avait l'Institut Confucius, je le constaterais parce que là-bas, voilà, bah, c'est l'Institut Confucius. Donc il y en a 21 en France, dont celui-là, qui a été créé, je crois, en 2013 en Polynésie française. Mais il faut savoir qu'en Polynésie, vous avez moins de marxisme qu'en métropole. Donc ici, alors c'est vrai que c'est très stratégique pour la Chine communiste, comme tout le Pacifique. Donc c'est pour ça qu'ils sont présents. Puis il y a une diaspora chinoise. Et mais alors, il y a aussi, oui, j'oubliais que récemment, les indépendantistes sont allés en Azerbaïdjan pour voilà, nouer des liens parce que l'Azerbaïdjan pousse à la décolonisation de la France. Et donc, comme sur le modèle de la Nouvelle-Calédonie. Donc là-bas, il y a eu des émeutes parce que, disons qu'il y a des oppositions beaucoup plus importantes entre les Caldoches et donc les Blancs et les Calédoniens, Kanaks. Alors qu'ici, en Polynésie, bah, on vit en très bonne harmonie par rapport à eux.
Alors vous trouvez toujours des racistes des 2 côtés, mais c'est vraiment une ultra minorité. Alors même si en Calédonie, c'est une minorité aussi, mais apparemment, il y a des intérêts, par exemple, qu'il n'y a pas ici. Par exemple, le nickel, on n'a pas de mine ici particulière, donc la Chine, c'est pas les mêmes, intérêts et du coup, bah, ça se passe mieux et pour l'instant, les agents de l'étranger, on va dire, ne n'ont pas prise, heu, sur la Polynésie française. Il n'y a pas eu d'émeute ici, contrairement à la Nouvelle-Calédonie. Il y a TikTok évidemment, bon bah ça c'est un peu partout, mais moi je suis plutôt confiant, sur l'avenir de la Polynésie et sachant que c'est, alors comme la Nouvelle-Calédonie, ce sont 2 terres de résistance. Dans les années, de guerre, la Polynésie s'est ralliée à la France libre dès, juillet 40, oui et la Nouvelle-Calédonie aussi je crois et ce qui a beaucoup aidé, les Alliés d'ailleurs, dans leur lutte. Attendez, je mets un peu de ventilateur là parce que j'en peux plus. Il fait très chaud ici et puis je viens de faire un peu de jardin. Bref, vous en fichez de tout ça. En tout cas, voilà. Et donc, comment je le vis? Bah, pour l'instant, très bien. Moi, j'ai pas de pression particulière. Je peux faire mon travail. J'ai été traîné au tribunal, mais c'était avant que j'enquête sur la Chine. C'était en 2019 et c'était pas sur le sujet de la Chine, c'était sur l'islam. Alors qu'il n'y a pas d'islam ici. Donc, vous voyez, c'était téléguidé de métropole, puisque c'était le gouvernement, voilà, Macron, qui supportait plus que je critique l'islam de façon très juste en plus. Donc voilà, et puis ils m'ont traîné dans la boue, perquisition, garde à vue, etc. Mais j'ai été relaxé au final et voilà, je suis toujours là. Donc ils se sont dit peut-être bon bah ça sert à rien. En plus, on va faire de lui un martyr de la liberté d'expression ou je sais pas quoi. Bon malheureusement ça m'a beaucoup moins rapporté que je n'ai perdu, mais ce qui ne nous tue pas rend plus fort paraît-il. Donc voilà. Alors autre question. 2 livres sortis, un de Pierre Chaillot, statisticien, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. J'ai ce livre, sorti en janvier 2023, et un autre, Euseb Riochet, que vous avez reçu sur votre chaîne, sorti en septembre 2023. J'ai acheté le livre, curieux, identique à celui de Pierre Chaillot. Je peux comprendre qu'il s'est basé sur les chiffres officiels donnés par ce statisticien pour appuyer sa thèse. Guerre ouverte contre le peuple, il dit certaines vérités, mais qui est ce charmant monsieur? On trouve aucunement dans son livre qui il est, d'où il vient, pour qui il travaille, et éventuellement son cheminement. Par ailleurs, il nomme nulle part Pierre Chaillot dans la bibliographie. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, oui, merci pour cette question. Donc, c'est pour ça que j'ai invité, en tout cas, il a pris contact avec moi, Euseb Riochet, donc qui est un pseudo, mais et donc, comme ça m'a c'était pas du tout rationnel, mais ça me paraissait posé, voilà, parce que je différencie les deux. Monsieur Riochet est quelqu'un de très posé, mais pas du tout rationnel. Et donc, bah, j'ai accepté de l'interviewer sur ma chaîne parce que je voyais cette thèse, notamment chez Alain Scollart, que j'avais interviewé avant, cette thèse qu'il n'y a pas de pandémie, que c'est uniquement créé par les tests PCR, etc. C'est n'importe quoi. Mais je voulais confronter quelqu'un dont c'est le sujet. Or, c'était pas sujet d'Alain Scollart. Donc, il me renvoyait sur d'autres personnes, et notamment Pierre Chaillot, mais Pierre Chaillot refusait ma proposition d'interview. Donc, j'ai accepté l'interview, parce que moi, je suis comme ça, je suis ouvert, voilà, contrairement à d'autres qui refusent de débattre avec moi ou avec d'autres. Et moi, je l'ai reçu, comme vous l'avez peut-être vu, vous pouvez voir ça dans la partie directe de cette chaîne, et j'ai passé 4 heures à échanger avec lui, ce qui était assez fatigant, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas la même conception que moi du réel. Il nie déjà tous les génocides communistes, il nie que le communisme existe, enfin ça va très très loin, on connaît ce discours hein, à la Gérard Filoche, le communisme n'existe pas, donc il n'a pas tué 100 millions de personnes, non. Et donc ça fait toujours bizarre d'avoir quelqu'un comme ça en face de vous, parce qu'il le dit tout à fait posément, vous voyez, ça fait peur quand même, si on veut être sérieux, que de nier comme ça des crimes. C'est comme si vous aviez quelqu'un, un nazi, qui vous disait, bah, moi, la Shoah, non, c'était la famine, c'était parce que c'est les arguments aussi des négationnistes, c'est les mêmes qu'on utilise pour nier le génocide des communistes. Oh, bah, c'était la famine, vous savez, ça arrive, bon. Ouais, mais alors comment ça se fait que dans tous ces régimes, à chaque fois, il y a des génocides, et puis il y a des goulags, et puis il y a la famine, au bout d'un moment. Ah non, alors c'est les Américains, ah bon, donc au bout d'un moment, j'ai dit stop, mais j'ai voulu comme ça lui permettre de répondre à ces questions pour qu'on sache d'où il parle. Et donc voilà, et pour moi, il n'a pas besoin de se présenter outre mesure. C'est quelqu'un qui nie les génocides communistes, et donc c'est quelqu'un qui est tellement communiste qui va plus loin que la plupart des communistes sur ces questions. Donc c'est pour vous dire, même si lui-même ne se dit pas communiste. Bon. Et puis après, la discussion sur la pandémie, bah, c'était du même acabit, c'est-à-dire qu'il nie la pandémie, tout comme il nie les crimes du communisme. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est des gens qui, comme Pierre Chaillot, alors je ne sais pas moi si M. Chaillot nie aussi les crimes du communisme, enfin, il l'a invité sur sa chaîne et ils se sont très bien entendus. Et puis effectivement, ils partagent la même thèse. Donc bon, après, vous pouvez
torturer les chiffres pour leur faire dire ce que vous voulez, hein, comme disait Churchill ou Staline, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va me convaincre, moi, et l'explication qu'il a essayé de donner sur ce qui s'était passé en Polynésie, c'était ridicule, franchement. Il a rien du tout, mais il invente un truc sans aucune preuve qui relierait la CIA. Ça va. Alors que Macron est venu, et comme par hasard, le nombre de cas a commencé dès le lendemain. Et voilà, il y a plein de gens qui l'ont accueilli sur le tarmac, qui sont morts ensuite. Donc, bon, au bout d'un moment, moi, je veux bien. Et moi, j'ai des témoignages sur le terrain. Moi, j'ai enquêté, contrairement à lui. Et j'ai des gens sur le terrain qui m'ont dit, comme je l'ai dit pendant cette vidéo, qui se vantaient de ne pas être ni testé, ni vacciné, et que voilà. Donc au bout d'un moment, il y avait volonté de nuire. Macron en est totalement responsable. En plus, c'était un chantage pour se faire vacciner, puisqu'ici, on était très peu vaccinés. Et derrière, ils ont passé l'obligation vaccinale. Donc bon, on peut nier, on peut tout nier, oui, évidemment, au bout d'un moment. Et c'est ça le problème de débattre ou de discuter avec ces gens-là, c'est que vous n'avez pas la même approche du réel. J'ai eu cette difficulté aussi quand j'ai débattu avec ce qu'on a appelé les complotistes du 11 septembre, parce que bon, tout ce qui ne va pas dans leur sens n'a aucun sens. Voilà, ça n'existe pas. Il faut le nier. Il faut trouver une manière de dire non. Et d'ailleurs, M. Riochet, hein, je peux le révéler là, m'a recontacté ensuite en me disant c'était pas un buste de Lénine derrière Klaus Schwab. En fait, j'ai trouvé et c'est telle personne. Donc là aussi, hypothèse totalement farfelue. Je lui ai demandé de me montrer un buste de ce monsieur soi-disant qui n'était pas Lénine, alors que moi, j'avais des centaines de preuves que c'était le même buste que celui de Lénine. Voilà. Il y a des centaines de bustes de Lénine qui sont exactement comme celui qui est derrière Klaus Schwab. Et puis, bon, bref. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est fatigant parce qu'on perd son temps, on perd son énergie. Moi, je veux bien débattre, et j'ai débattu, hein, vous voyez, mais c'est bon. Au bout d'un moment, voilà, on sait à qui on a affaire. Mais c'était important de le faire quand même, c'est pour ça que je l'ai fait. Je ne savais pas où ça allait me mener, mais là, maintenant, ça me permet de savoir que cette thèse est complètement farfelue et qu'il n'y a que des gens complètement farfelus qui peuvent y croire. Parce que si vous regardez les livres ou les échanges qu'on a à ce sujet, ça ne tient pas. Mais que Pierre Chaillot ait été reçu à CNews, vous voyez, 2 fois, une fois par Pascal Praud, hein, dont l'écrivain préféré était Matzneff, hein, avant l'affaire Matzneff, après il a retourné sa veste, mais là aussi, c'est pas logique. On ne peut pas enfin bref, bon, ça nous mènerait peut-être un peu loin, mais enfin voilà. Et moi, j'ai jamais été invité là-bas, puis si j'étais invité, ça serait pas par Pascal Praud, ça c'est clair. Alors, ensuite, dans une de vos vidéos, vous exhortez les populations à se préparer à la guerre. C'est vrai, vous citez la Finlande, où le gouvernement demande à sa population depuis plusieurs mois de faire des réserves de provisions, d'eau, d'abris sécurisés. L'Australie et la Nouvelle-Zélande font des campagnes de recrutement de conscrits. Y a-t-il d'autres pays qui se préparent? Y a-t-il d'autres signes précurseurs qui montreraient que la Chine et la Russie entreraient officiellement comme co-belligérantes contre l'Occident? Alors oui, d'autres pays qui se préparent, c'est plus généralement les pays baltes et les pays scandinaves, c'est-à-dire les pays, et puis un peu l'Allemagne. Donc là où vous avez le plus de protestants ou de culture protestante, mais c'est vraiment un hasard. Quant aux signes précurseurs, alors là, on n'en est plus au niveau des signes précurseurs. Là, si vous n'avez toujours pas compris qu'on est en Troisième Guerre mondiale là, depuis 4 ans, et que maintenant, le mot qu'on entend le plus en ce moment, c'est escalade. Et puis ça fait 4 ans qu'on l'entend en fait, parce que peut-être 2 ans depuis la guerre en Ukraine. Donc s'il y a escalade, il n'y a pas désescalade, et si dans l'actualité, vous ne voyez pas de recul, mais plutôt des avancées dans la guerre, etc., et qu'il n'y a plus le terme négociation, c'est que les gens veulent en découdre, voilà. Et qui veut en découdre d'abord et avant tout? C'est les Russo-Chinois, c'est eux qui sont à l'attaque, et leurs alliés. Donc l'international communiste et l'international islamiste. Et c'est tout. Et donc, tant qu'on ne prendra pas conscience qu'on a en face des ennemis déterminés et qu'ils sont dans leur dernière phase, là, que nous a bien expliqué Golitsyn dès 1984, c'est-à-dire, je rappelle, le One Clench Fist, dès que la Russie et la Chine annonceront leur partenariat officiellement, c'est ça qu'il a dit en 84, c'est qu'ils seront dans leur dernière phase de leur attaque. Ben voilà, ils y sont, ils ont fait l'alliance. Donc la Chine soutient la Russie à bout de bras parce qu'elle est sanctionnée de partout. Ces sanctions auraient dû marcher si la Chine n'avait pas soutenu la Russie, évidemment, mais elle l'a soutenue parce qu'ils se sont organisés d'avance même, et ils ont pu basculer comme ça sur un système relativement autarcique où la Chine et la Russie se complémentent quasiment parfaitement. C'est ça leur plan, et voilà, et tant qu'on l'a pas compris, tant qu'on veut pas le comprendre, je sais pas, moi, le déni après, voilà. Donc les signes précurseurs... Voilà, c'est tous les jours, vous regardez les informations, y compris la dissolution qui arrive en parallèle de la dissolution en Angleterre et qui rend la France et l'Angleterre très instables à la veille d'événements malheureusement gravissimes.
Mais ça, on préfère se focaliser sur la politique nationale. C'est ça un des buts aussi de Macron et Rishi Sunak, c'est de faire que les peuples voilà, se focus, oui, je ne sais pas si ça se dit, gardent leur attention sur la politique nationale, alors que l'essentiel se passe à l'international, et qu'au niveau national, on fait que rebattre les cartes, changer les postes, voilà, jeu de chaises musicales, comme j'ai dit, ça change rien du tout. C'est marxiste ou marxiste. Bon, choisissez. Alors, vous venez de publier un livre intitulé La véritable affaire Matzneff, en effet, qui dénonce la pédophilie des nantis. Les criminels pourtant connus restent célébrés, protégés et invités sur les médias publics, et privés, hein, j'ajouterais, on parlait de Pascal Praud tout à l'heure, alors que des jugements exemplaires devraient être prononcés avec obligation de soins, afin d'endiguer ce fléau qui touche tous les milieux. Ces postures et complaisances des médias, qui nient ce crime indicible, encore des gens qui nient, ouais, sont-elles dues au laxisme de la société française, sa tolérance de plus en plus grande, ou au fait que le pouvoir, la notoriété, la célébrité et l'argent sont plus importants que tout autre fondement, tel que le respect de l'ordre moral et social? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, et c'est d'abord et avant tout le péché humain. Là, je parle en tant que chrétien, mais l'homme est pécheur, donc si vous lui donnez du pouvoir, il en veut toujours plus, il n'est jamais rassasié, il n'est jamais satisfait. Le pouvoir absolu corrompt, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, comme disait Lord Acton. Et donc, si vous avez tous les pouvoirs, vous en voulez encore plus. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est illégal. Et donc, parmi ces choses illégales, il y a les enfants. Et, voilà. Et ça, il y a des esprits tordus qui pensent qu'en maltraitant des enfants, ils vont se faire du bien. Mais voilà, c'est taré. Donc, et puis, après, moi, je ne suis pas dans la tête de ces gens-là, mais ils s'entraident parce que certainement, ils ont conscience qu'ils font le mal, mais ils pensent que s'ils restent entre eux, déjà, ils sont entre copains, et puis ils se tiennent les uns les autres, vous voyez. Et là, on arrive à des phénomènes très, très malsains. Donc, voilà. Et c'est pour ça que mon livre est censuré, hein, parce que je nomme tous ceux qui figurent dans les journaux intimes de Matzneff qui ont été retirés de la vente, et dans des médias, dans des articles qui ont été oubliés depuis longtemps, soit de gens qui ont retourné leur veste, c'est-à-dire qui défendaient Matzneff et puis après ils se sont dit « Oh là là, ça devient trop chaud », soit qui le défendent encore aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy le défend encore aujourd'hui. Un Colossimo qu'on voit à la télé tout le temps, hein, comme BHL, défendent encore Matzneff et tant d'autres. Voilà. Ensuite, le 6 juin dernier a été célébré le 80e anniversaire du débarquement. En effet, cérémonie non seulement touchante et émouvante, mais très réussie. Le président Macron a été dans son rôle, très honorablement, comme tous les chefs d'État invités, pas un mot de la part des médias alternatifs pour se réjouir et être fier de cette commémoration, si ce n'est une fois de plus mettre l'accent sur les États-Unis en montrant le président Biden comme perdu dans son monde, en épiloguant et en interprétant le moindre de ses gestes. Alors que M. Biden s'est lui aussi montré à la hauteur malgré son état, sans être exagérément laudatif, car la situation est gravissime, ne pointer que tout ce qui va mal en exhibant dès que l'occasion se présente les États-Unis devient clairement non seulement du parti pris et manquement au devoir de déontologie du journalisme, mais carrément du sabotage, voire de la propagande. Ce qu'ils reprochent aux médias publics, ils le font, ils prennent des gens qui les financent pour des idiots et des moutons, qu'en pensez-vous? Oui, il y a une part de vérité dans ce que vous dites, évidemment, puisqu'il y a un anti-américanisme primaire qui vient du communisme et qui vient qu'on est ingrat. Donc les États-Unis nous apportent des libertés, on leur crache à la gueule. Voilà. Moi, je le sais, puisque moi-même, je suis journaliste d'enquête, j'apporte des faits sur un plateau. Franchement, je fais le gros du boulot, je me prends toute la censure et toutes les insultes du camp d'en face, c'est-à-dire les communistes et leurs idiots utiles. Et puis, il y a une ingratitude folle, alors que j'apporte des faits fondamentaux pour le peuple, pour qu'il se libère de cette emprise. Vous ne pouvez pas vous libérer d'une emprise si vous ne savez pas ce qu'elle est exactement. Mais si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous allez taper sur vos alliés et faire alliance avec vos ennemis. Et c'est ça qu'ils veulent. Donc moi, je fais ce travail ingrat, donc les États-Unis, évidemment, c'est la tête de pont de l'Occident aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et moi, j'ai rien de spécial pour Biden, parce que c'est un collabo des Russo-Chinois, mais c'est le président des États-Unis. Donc ça, il mérite un minimum de respect. Et à ces commémorations, c'est surtout le respect pour ces milliers d'hommes qui sont venus mourir sur les plages de Normandie. Il n'y avait pas que des Américains, d'ailleurs, il y avait des Français, on l'oublie souvent, commando Kieffer. C'est pour ça que quand De Gaulle dit moi je ne vais pas aux commémorations du débarquement, il crache sur la tombe de ceux du commando Kieffer qui sont morts là-bas, hein, ou même ceux qui ne sont pas morts, et sur leur honneur. Donc ça, c'est pas digne d'un chef d'État, vous voyez, je trouve pas. Et De Gaulle, franchement, c'est là où son anti-américanisme est honteux. Et c'est vrai que tous ceux qui se réclament du gaullisme aujourd'hui sont du côté russo-chinois. Alors Macron, il se réclame de Gaulle. Et il est allé quand même parce que, je sais pas, il avait prévu d'inviter soit Poutine, soit
un représentant de Poutine, et puis au dernier moment, il a dit non, on va plutôt inviter l'Ukraine. Mais enfin, vous vous rendez compte jusqu'où ça va, quoi, d'avoir l'idée même d'inviter Poutine ou un de ses représentants au moment où il menace dans le rôle qu'avaient les nazis en 40. Donc là, le choc des symboles, franchement, est très fort, et on peut s'en désoler, mais si on ne comprend pas la situation, effectivement, on ne comprend rien. Donc voilà ce que j'ai à dire à ce sujet-là. C'est bien triste qu'on ait autant d'anti-américains en France, mais ça vient pas de nulle part. Ça vient, encore une fois, du communisme et du gaullisme. Parce que le gaullisme, aujourd'hui, et du pétainisme, puisque les pétainistes sont anti-américains, donc tout le monde est anti-américain, finalement, en France. Hein. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc moi, je suis ni gaulliste, ni pétainiste, ni anti-américain, voilà, ni socialiste, communiste. Non, moi, je suis français, patriote français, et la 4ème République, même si elle n'était pas un modèle au niveau de la stabilité, on était du bon côté encore. Voilà, on était du côté occidental, et on a fait l'OTAN. Voilà, c'est la 4ème République qui a fait l'OTAN. Donc on a donné la bombe à Israël pour qu'elle puisse se défendre contre tous les tarés d'islamistes qu'elle avait autour d'elle et qui voulaient la détruire. Donc voilà, c'est ça notre mission. Voilà, c'est la France, c'est un grand pays quand elle est elle-même, et elle est elle-même quand elle est occidentale, puisque la France est un pays occidental. Hein. Scoop. Voilà. Alors, pouvez-vous nous conseiller des livres qui débunkent l'évolutionnisme et ses fausses preuves? Alors, c'est bien parce que parmi les souscripteurs, vous avez vraiment une diversité, et c'est aussi dû à la diversité de sujets que j'aborde, parce que j'essaye justement de ne pas rester obsédé par la Chine ou par je ne sais pas quel sujet dont les gens m'accusent d'être obsédé. En français, c'est plutôt rare. Alors, sur cette chaîne, pour les souscripteurs, j'avais parlé de l'effet Darwin, son influence sur le nazisme, l'eugénisme, le racisme, le communisme, le capitalisme et le sexisme. C'est un livre qui est paru en 2014 du professeur Jerry Bergman, qui a enseigné la biologie, la génétique, la chimie, la biochimie, l'anthropologie, la géologie et la microbiologie au Northwest State College à Archbold, Ohio, pendant plus de 25 ans. Donc c'est une pointure, et vous trouverez ça dans les archives, évidemment. Donc vous tapez effet Darwin ou juste Darwin, vous allez tomber dessus. Si vous avez la souscription à 9 € par mois, évidemment, ou à 91 € par an, c'est celle qui permet d'accéder à toutes les archives. Alors ça, c'est pour l'aspect plus politique, mais qui n'est pas à négliger. Pour l'autre chaîne, donc j'ai une chaîne qui s'appelle La Vraie Droite, où je traite plutôt de questions de politique nationale. Et pour cette chaîne-là, j'ai traduit pour les souscripteurs une émission américaine, Mathematical Challenges to Darwin's Theory of Evolution, les défis mathématiques de la théorie darwinienne de l'évolution. Donc le présentateur qui s'appelle David Robinson a interviewé David Berlinski, un philosophe mathématicien qui vit à Paris depuis une vingtaine d'années, mais qui passe jamais dans les médias français évidemment, qui est rédacteur d'une revue internationale des sciences, David Gallahanter, qui est professeur d'informatique à Yale, auteur d'un certain nombre de livres, dont Les marées de l'esprit, Découvrir le spectre de la conscience, et enfin Stephen Meyer, qui est philosophe, auteur de nombreux livres sur l'intelligent design. Donc je vous recommande d'ailleurs ces livres, ainsi que ceux de Michael B.E. Ça s'écrit B-E-H-E. Voilà, si vous cherchez des références. Il y a Darwin Black Box, je crois, qui a été traduit, la boîte noire de Darwin, je crois que ça existe. Il me semble que d'ailleurs je l'avais lu en français, parce que je lisais la plupart de ces livres en anglais, parce qu'ils n'ont jamais été traduits, mais certains livres de Michael B.E. ont été traduits, par Jean Stone notamment, voilà, un scientifique français que j'avais interviewé pour Enquête et Débat. Alors j'ai fait d'autres vidéos sur la théorie de l'évolution qui sont disponibles pour les souscripteurs de la chaîne La Vraie Droite, et donc je vous y renvoie si ça vous intéresse ce sujet. Alors, autre question, lisez-vous Philippe Muret? Que pensez-vous de son œuvre et de sa pensée? Parce que ça va aller vite. J'ai lu qu'un petit livre de lui, c'était même pas un livre, c'était Mes chers djihadistes, donc c'était plutôt une lettre ouverte où il disait, en gros pour résumer, vous ne nous tuerez jamais parce qu'on est déjà mort. Alors, j'avais trouvé la formule sympa, et puis après, en y réfléchissant un peu, je dis, mais c'est complètement con. Bon, donc Philippe Muret, c'est quelqu'un qui est très adulé dans les sphères souverainistes, de Elisabeth Lévy à Alain Finkielkraut, en passant par Renaud Camus, tous ces gens-là. Donc, c'est pas du tout ma famille politique. Voilà, Pierre-Yves Rougeron, enfin, voilà. Donc, oui, il a une belle plume et il a inventé des expressions sympathiques comme la cagophobe pour désigner justement, puis l'envie pénale. Enfin voilà, il y avait des bonnes expressions. Après, bon, ça va. C'est pas non plus. Il n'est pas de droite, il n'est pas libéral, il est conservateur, voilà, mais c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir. C'est le problème avec les souverainistes d'ailleurs. Alors c'est ce que je retrouvais d'intéressant chez eux, mais à part ça, on en a vite fait le tour. Et les chevènementistes, bon, ben voilà, au bout d'un moment. Alors, 10e question, tout le monde peut-il traduire un livre et le vendre sur Amazon, comme vous avez fait avec les 2 livres de Golitsyn? Oui, tout le monde peut le faire, mais personne ne le fait, puisque, alors,
Goldstein, c'est un peu spécial, c'est que leurs droits sont libres à ces livres-là, parce qu'ils sont parus il y a 40 ans pour l'un et 32 ans ou 33 ans pour l'autre, et du coup, bah, voilà, on pouvait les traduire et les publier, mais ensuite, ça suffit pas, donc c'est déjà beaucoup de travail, mais derrière, il faut les faire connaître, et c'est ce à quoi je m'attelle quasiment chaque jour, puisque ce sont des livres fondamentaux. Mais oui, quand un livre est libre de droit, c'est ce que fait Soral, par exemple, pour son contre-culture. Là, il prend des livres qui sont libres de droit, parce qu'ils sont parus là aussi il y a très longtemps, et il les traduit, et il les vend, et voilà. 11. Comment stockez-vous vos livres? Vous les prenez en numérique, vous les revendez après les avoir lus, vous avez un grand grenier. Alors, j'achète la plupart en version numérique, ou dans ma communauté aussi, il y a des gens qui m'en envoient, donc il me dit, est-ce que tu connais ce livre? J'ai la version PDF ou la version EPUB ou je sais pas quoi. Et bah, du coup, j'en parle si ça me paraît intéressant. J'en achète d'autres en papier, mais c'est plus rare parce qu'ici en Polynésie, ça met du temps et il y a des frais de, il y a des frais de livraison qui sont hallucinants. Et d'autres, je récupère d'autres en ligne quand ils sont disponibles. Voilà. Mais j'ai une petite bibliothèque, mais ici, j'ai pas beaucoup de place, donc voilà, j'ai laissé la plupart de mes livres en France. Et c'est chez mon père, dans la cave, donc voilà. 12. Pensez-vous mettre un jour vos livres en audio? Toutes les personnes comme moi qui ont du mal à lire et qui préfèrent beaucoup et qui préfèrent écouter, bah, oui, mais là, ce qui me manque, c'est plutôt du temps. Déjà, il n'y a pas beaucoup de demandes, donc là, je note que vous le souhaiteriez, mais vous êtes un des seuls à me l'avoir demandé, et donc je ne vais pas faire mes livres en audio parce qu'il faut les lire. Ça prend un temps fou. Alors, à moins que l'intelligence artificielle progresse à l'avenir et qu'elle puisse lire les livres de manière fluide. Pour l'instant, c'est un service qui est payant et je ne pense pas que ça puisse être rentable pour moi, mais à l'avenir, oui, si le prix baisse et si la demande augmente, ben oui, je le ferai. 13. J'aimerais connaître votre réaction au résultat des européennes et de l'annonce de la dissolution de Macron. Ben ça, j'ai fait un live entier là-dessus en début de semaine, et puis je vais en faire à nouveau d'ici une semaine. Donc voilà, je ne vais pas ici développer, c'est pas l'objet. En plus, ça fait combien de temps que je parle? Déjà 30 minutes. Mais pour résumer, jeu de chaise musicale, volonté de faire rentrer le RN, donc les pro-russes, à l'Assemblée sans en avoir l'air, plus à Matignon, puis massivement à l'Assemblée. Hein, les gentillets, tous les pro-russes là qu'on voit hallucinants qui se portent candidats et qui ont une très forte chance d'être élus. C'est pour ça que moi, je ne voterai jamais Rassemblement National, tout comme j'aurais jamais voté Reconquête. Je ne vote pas, là, c'est tous des marxistes. Alors, vous choisissez des pro-russes ou des pro-chinois. Ah ouais, mais non, merci. Hein, moi, je suis français, donc j'aimerais des patriotes, en fait. C'est pas possible. Donc, voilà où on en est. Macron, je sais pas ce qu'il a dans le crâne, celui-là, mais peut-être il se dit, tiens, alors, oui, ceux qui voient ça au niveau national, hein, je répète là un peu ce que j'ai dit en résumé dans le live, mais en gros, Macron se dit, bah, on va faire passer le RN pour des gros nuls, puisqu'ils auront un an peut-être de pouvoir avant qu'ils redissolvent l'Assemblée, et puis en un an, ils n'auront rien fait de spécial, il aura bloqué tout, il y aura la rue, il y aura les émeutes. Lui, son but, c'est le chaos, et pour derrière arriver en sauveur et peut-être repartir pour un nouveau mandat, qui sait. Hein, il peut démissionner et se représenter, et puis il nous fera un troisième mandat. Mais ce que je crains plus, c'est qu'au niveau international, avec l'affaire Rishi Sunak, qui a dissous aussi 9 jours avant Macron, c'est que les Russo-Chinois soient à l'attaque, en particulier autour des JO, voire avant. Moi, j'avais la date du 15 juin, mais là, ça sera demain, donc on verra. Sinon, ils ont une occasion là pour profiter de la fragilité des démocraties occidentales, parce que les États-Unis et la France, c'est quand même pas rien. Et si ces deux pays-là sont en pleine élection, plus les États-Unis, bon bah c'est du tout cuit pour les Russo-Chinois qui sont à l'attaque. Encore une fois, c'est eux qui déterminent le calendrier. C'est pas nous. 15. Je reviens avec ma question sur les fêtes de Dieu, explicitées dans la Bible avec une date précise pour la Pâque et les autres fêtes qui en découlent de fêtes. Parce que dans le précédent FAQ souscripteur, ce souscripteur m'avait déjà posé une question sur le sujet, et puis il m'a dit « Ah ben, vous n'avez pas tout à fait compris ma question, alors je la reformule, alors allons-y. Les protestants fêtent la Pâque à la même date que les catholiques, alors que les juifs respectent la date que Dieu a donnée dans son calendrier lunaire, le 14 Nissan, soit du 22 avril au 30 avril 2024. Quid également du samedi que Dieu a également choisi comme jour de repos? Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet? Bon. Mais ça, c'est un peu du détail pour moi. Enfin, je ne sais pas comment fonctionnent les autres protestants réformés.
Mais ça n'a absolument aucune importance pour moi. Moi, tous les jours, je prie Dieu, je remercie Dieu de m'avoir fait naître, de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné une famille, de m'avoir sauvé, de m'avoir emmené en Polynésie. Enfin voilà, ça c'est ma prière tous les matins, c'est la première chose que je fais. C'est plutôt ça qui est important. Les dates, en fait, on s'en fiche, parce que tant qu'on parle des dates, on ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est que tout pour Dieu. Voilà. Et c'est ça un protestant réformé. Et un chrétien, je pense, un vrai chrétien. Donc, je prie Dieu, je le remercie, très important, je me repens de mes péchés, et je lui demande de me pardonner pour mes péchés, d'augmenter ma foi, voilà ma prière quotidienne. Et ensuite, je lui demande éventuellement des choses, mais c'est pas une nouvelle voiture ou des nouveaux souscripteurs, vous voyez. Je lui demande, comme l'a demandé Salomon, la sagesse, etc. Donc, samedi, dimanche, si vous pouvez c'est l'histoire dans la Bible du sabbat. Jésus est accusé par les pharisiens de ne pas respecter le sabbat, alors que lui, il veut sauver des gens, les guérir ou je ne sais quoi. Et donc, c'est ça, pour moi, il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est, OK, essayez de vous reposer une journée dans la semaine. Si ça doit être un lundi, parce que si vous faites un travail qui ne vous permet pas de vous reposer le dimanche, bah, vous reposez le lundi, et puis c'est tout. Peu importe, en fait, le jour de repos. L'important, c'est de se reposer un jour dans la semaine, parce que c'est physique. Essayez, si vous travaillez 7 jours sur 7, au bout d'un moment, vous allez tomber d'inanition, quoi. Donc, Dieu nous a créés comme ça, c'est notre créateur, il nous connaît mieux que tous. Il nous a montré l'exemple en se reposant lui-même alors qu'il n'était pas fatigué. Vous voyez, mais c'était pour dire, il faut que vous fassiez comme moi. Et quand il a envoyé Jésus, c'était aussi pour qu'il soit notre modèle sur d'autres plans. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et après, est-ce qu'ils ont fait la Pâque tel ou tel jour? On s'en fiche. Enfin, honnêtement, voilà, ça n'a aucune importance pour moi. J'espère cette fois avoir mieux répondu à votre question. Alors 16, quelle est la situation militaire en Ukraine? Armement occidental fourni, perte russe en hommes et matériel, offensive russe stoppée, recrutement d'un million de volontaires ukrainiens de moins de 25-27 ans, présence d'instructeurs de l'OTAN en Ukraine, morale de l'armée russe, situation de l'économie russe, armement chinois et nord-coréen fourni. Bon, alors ça fait beaucoup de questions tout ça, évidemment, je vais pas répondre à toutes les questions une par une, ça prendrait des heures, mais en tout cas pour tout ça, je vous recommande la chaîne Ukraine News TV, qui fait un point quotidien sur la guerre en Ukraine, en détail, avec les cartes, le matériel, les pertes de chaque côté, là, toutes vos questions, ils y répondent. Alors c'est en anglais, mais ça n'existe pas en français à ma connaissance, donc voilà. Ou alors, il y a peut-être une autre chaîne qui l'avait traduite, mais j'aime pas l'accent anglais en français, j'ai horreur de ça, donc je préfère écouter en anglais, bref. Donc j'ai pas noté la référence de la chaîne en français, mais si elle existe, parce que je confonds peut-être avec une autre, en tout cas, Ukraine News TV. Et alors, vous pouvez traduire automatiquement, hein, c'est pertinent à 90-95%. Donc, vous allez dans la petite traduction automatique, là, et il vous met en sous-titres. Alors, en général, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, là, le 14 juin, quand j'enregistre, c'est que le conflit est plutôt figé. Les Ukrainiens reçoivent des munitions qui ont été promises depuis longtemps, donc tant mieux, notamment par les Tchèques, et l'initiative là qu'ils ont lancée, plus des avions qui ont longtemps été promis, là, les Mirage 2000 et compagnie, des systèmes de défense, enfin voilà, ils se refont une santé au niveau des munitions, donc ils résistent mieux, et donc la Russie, qui a un peu avancé ces derniers mois, elle va soit se figer, soit commencer à reculer sur certains fronts, soit les deux. Alors la région de Belgorod, même en Russie, est désormais attaquée par l'armée ukrainienne, et ce depuis plusieurs mois, donc y compris par des missiles tirés par des avions, là c'était très récent, et c'était une première. Donc sauf surprise de la part des attaquants, c'est-à-dire Poutine et ses complices dans ce crime, eh bien on va devoir attendre les élections américaines pour savoir quelle sera la suite de la guerre. Poutine là vient de proposer une paix, soi-disant en échange d'une perte par l'Ukraine des territoires occupés et le refus d'entrer dans l'OTAN. Bon. Ça serait une reddition, et donc Zelensky l'a refusé à juste titre, parce que ça permettrait à la Russie de faire une pause, de se refaire une santé et de reconstituer leurs stocks et leurs troupes avant de repartir à l'attaque. Donc Zelensky a bien fait de refuser. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Et c'est un peu partiel, mais là, sinon, j'en ai pour des heures à vous répondre. Et puis, j'ai pas forcément toutes les informations que vous pouvez trouver en ligne facilement. Ensuite, quel est votre sentiment quant à la récente condamnation de Donald Trump? Le fait que les pro-russes le soutiennent avec toujours plus de fanatisme me laisse toujours plus perplexe à son endroit. Alors ça, c'est un problème. C'est vrai que les Américains n'ont pas le choix. Hein. Les patriotes doivent voter Trump, parce que sinon, en face, c'est Biden et compagnie. Et on sait bien où ça mène le communisme, affiché ouvertement, comme le font les démocrates. Après, le problème, comme on l'a déjà vu avec les élections françaises, là, c'est que la droite occidentale, en général, est infiltrée par les pro-russes.
que ce soit voilà, l'AfD, alors le CDU, CSU, là, peut-être un peu moins, mais en tout cas, l'AfD, alors là, c'est sûr et certain, c'est même les Russo-Chinois. L'AfD, c'est les Russo-Chinois, un peu comme Reconquête, voilà, qui est leur équivalent. Le RN, c'est plus les Russes. Et donc, Poutine et les Russes ont infiltré la droite en Occident pour la faire se retourner contre la gauche. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir aussi bien aux États-Unis qu'en France, et c'est là où on voit que c'est une stratégie du bloc communiste international, comme décrit par Golitsyn, une fois de plus, c'est que vous allez avoir des manifestants d'ultra-gauche officiellement qui vont être dans les rues, à bas l'extrême droite, etc., aussi bien chez Trump que chez... Et puis en face, vous allez avoir des patriotes. Alors, aux États-Unis, ils osent un peu plus manifester les pro-Trump qu'en France, LR et compagnie. Là, il n'y a pas vraiment... même le RN, il n'y a pas de troupes en fait. Tout ce que j'ai vu, c'est des pro-israéliens, mais c'est pas des pro-RN. Il y en a quelques-uns là-dedans, mais enfin, depuis le 7 octobre, se montent des groupuscules, on va dire, pro-israéliens qui tiennent tête aux gauchistes pro-palestiniens dans la rue. Mais là, on n'est pas sur le même rapport de force. Donc, la rue, elle est à la gauche et à l'extrême gauche officielle, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a aussi une part pro-Trump, donc, comme je le disais, mais du coup, ça mène au clash et ça justifie le chaos, enfin, la guerre civile et tout ça. Et Trump joue trop ce jeu. En plus, il fait des déclarations hallucinantes sur TikTok. Encore récemment, il a dit à Charlie Kirk que effectivement, il ne supprimerait jamais TikTok. Donc ça, c'est scandaleux, franchement, parce que c'est incompréhensible. C'est une des armes les pires du Parti communiste chinois contre les Américains et leur jeunesse, là. Comment on peut dire ça? Et là, effectivement, ça met le doute. En même temps, il est victime de toute cette histoire. Donc là, vous voyez, comme il est victime d'injustice flagrante en justice, justement, eh bien, les patriotes américains sont derrière lui en disant on vous soutient, etc. Il passe pour une victime, donc voilà. Mais en même temps, il dit des conneries abyssales sur TikTok ou sur l'OTAN ou sur je sais pas quoi, qui fait que Biden, des fois, passe pour plus patriote que lui. C'est à devenir dingue, notamment par rapport à l'Ukraine et tout ça. Et donc, on se dit, mais ça devient... Donc, pour répondre à votre question, mon sentiment par rapport à cette condamnation, c'est qu'elle est très injuste, mais que derrière, Trump est pro-russe et il le cache de moins en moins. Et malheureusement, ça augure plutôt d'une crise grave aux États-Unis parce qu'on voit bien que c'est pas non plus la solution et qu'il va falloir qu'il y ait d'autres personnes qui émergent. Mais vous avez remarqué, depuis 10 ans, ou voilà, bientôt 10 ans, qui s'est présenté là en 2015, pour les élections de 2016, eh bien, Trump écrase la concurrence. Et comment en serait-il autrement avec cette personnalité et ce soutien? Mais du coup, le Parti républicain est devenu son parti, et maintenant, il va rester là encore combien de temps? Et il n'y a pas d'autres personnalités. Moi, j'aimais bien Nikki Haley. Nikki Haley, elle est arrivée en finale face à lui, mais elle n'a pas pu résister face à ce rouleau compresseur animé par les deux camps, les Russo-Chinois qui animent les deux partis. Voilà, donc ça c'est bien triste parce qu'aujourd'hui, je pense que les États-Unis auraient besoin d'une Nikki Haley et repartiraient sur de bonnes bases, mais ça sera Trump. En tout cas, et j'en viens à l'espérer, mais avec tous les bémols que je viens de vous donner, quoi. Alors, bonjour Jean, que penses-tu du travail de NTD, Anthony Bluto en particulier? Es-tu en lien avec eux? Leurs analyses me laissent perplexe, tant elles me semblent non abouties. Bah oui, en fait, ça fait partie de l'opposition contrôlée, donc c'est très bizarre. Là aussi, il faut arriver à décrypter. Moi-même, j'ai eu du mal parce que, bah, voilà, ils avaient parlé une ou deux fois de moi, donc je me disais, bah tiens, c'est au moins c'est des gens bien, mais en fait, pendant ces interviews, ils me censuraient sur l'attaque biologique déjà. Donc ça, c'est voilà. Et puis derrière, ils font partie du groupe Epoch Times qui me censure au niveau des vidéos, comme je le disais tout à l'heure. Et là, il y a donc une affaire qui vient de sortir. Il y a peu de temps, hein, c'est que Epoch Times est donc mouillé dans un dans un scandale financier où leur directeur financier a blanchi de l'argent apparemment du crime et s'est servi d'argent collecté sur le dark web. Donc ça va très très loin. Alors certains vont dire non mais c'est les communistes chinois qui ont infiltré Epoch Times pour les faire tomber comme ça et leur donner une mauvaise réputation. Non, parce que j'ai vu en fait depuis longtemps qu'ils favorisaient le Parti communiste chinois dans leurs interviews. Encore une fois, je disais, Mathieu Servin n'a jamais été interviewé en vidéo par ces gens-là, alors que c'est un des seuls anti-parti communiste chinois en France avec moi. Et moi non plus, j'ai jamais été interviewé par Epoch Times. Par contre, les Pierre-Yves Rougeron, alors là, Ferrag et compagnie, qui sont tous pro-parti communiste chinois, quoi. Ils le cachent même pas. Eux, ils les invitent, ils les interviewent en long, en large, et plusieurs fois même.
Alors là, on se dit: «Non, c'est pas possible» et voilà, donc j'ai même, pour vous dire, j'ai NTD, États-Unis qui m'ont proposé une interview, récemment sur la Nouvelle-Calédonie. J'ai décliné en disant au gars: «Bah, non, parce que je vais pas cautionner un média comme le vôtre» et ça, c'était avant le scandale en plus, et je lui faisais la liste de tous ceux qui ont été interviewés en France par Epoch Times, qui fait partie de la même maison, hein, puisque le gars a écrit un mail @Epoch Times, je sais pas quoi. Et je disais, voilà, non, vous roulez pour le Parti communiste chinois. Moi, je n'accepte pas une interview par des gens qui roulent pour le Parti communiste chinois. Il me disait comment, etc. Et quelques jours plus tard seulement sortait ce scandale qui m'a conforté dans mon idée. Et j'avais dit, il y a déjà 2 ans, à Jer Nyquist, qui écrivait encore un peu dans Epoch Times, et Trevor Loudon, qui avait carrément une émission là-bas, de s'éloigner de ce média. Alors, ils ont fini par le faire. Et puis finalement, bah, ça m'a donné raison et voilà, ils ont reconnu que bah, j'avais vu ça arriver depuis longtemps et bon, c'est comme ça. Donc oui, généralement, ça prouve aussi que mes analyses sur l'opposition contrôlée sont pas trop fausses, quoi, on va dire, voire plutôt très vraies. Alors, avant-dernière question, bonjour Jean, allez-vous continuer vos réflexions politiques et chrétiennes et prévoyez-vous à l'avenir de créer une chaîne YouTube ou même une souscription spécialement sur ce sujet? Ben non, pour les mêmes raisons que tout à l'heure avec les livres audio. J'ai que 24 heures dans une journée, je fais déjà énormément de choses. Là, je prépare un livre en plus, donc j'ai souvent plusieurs livres à la fois. Donc, je viens de sortir celui sur Matzneff. Là, j'en sors un nouveau que je présenterai à mon prochain live. Et donc, ça me prend beaucoup de temps et c'est ce qui me permet de manger parce que voilà, les livres, je touche 5 euros par livre vendu. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir tout en montant en compétences, vous avez mes livres accessibles sur mon site jeanrobinmedia.wordpress.com. Et donc, j'ai pas le temps de faire. Alors, j'aimerais en faire plus, hein, des réflexions politiques et chrétiennes. J'en ai fait, je crois, une douzaine. Et c'était très bien, mais bon, peut-être j'y reviendrai. Mais en tout cas, je ne ferai jamais payer pour ça parce que tout ce qui touche à Dieu, euh, je ne le fais pas payer généralement, sauf quand je parle parmi tant d'autres choses de Dieu. Mais des vidéos surtout sur Dieu, je ne veux pas en faire un commerce parce que je trouve que c'est pas sain. Dieu ne doit pas être monétisé. Voilà, si les gens veulent donner, voilà, c'est leur choix, mais sinon, vendre des choses liées à Dieu, c'est pas très bon. Hein, c'est les fameux marchands du temple. Alors, dernière question. On est en train d'assister à l'implosion des fausses droites françaises, LR et Reconquête. Comment voyez-vous leur avenir? Eh bien, très bien, moi, c'est parfait. Tous ces gens-là sont en train de s'effondrer. Il n'y a pas que LR et Reconquête, hein, parce que l'alliance de bric et de broc du Front populaire aussi, ça va s'effondrer, parce que ça tient que sur des apparences. Mais ces gens-là, quand vous leur demandez encore est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste, ils disent non. Donc, ça n'a rien changé du tout. Ils veulent le pouvoir. Ils instrumentalisent là aussi la notion d'extrême droite pour dire attention, il y a l'extrême droite qui arrive. Bon, donc ils ont rien d'autre en fait à proposer que le communisme et donc la diabolisation extrême de ceux qu'ils ont en face, tout ce qui n'est pas d'extrême gauche et d'extrême droite. Ah bon. Donc, en tout cas, pour LR et Reconquête, moi je suis très content parce que voilà, c'est des fausses droites, c'est des gens qui collaborent avec les Russo-Chinois. Alors depuis très longtemps pour LR, hein, parce que c'était RPR, Chirac, Raffarin, tout ça, après UMP et puis après LR, qui ont signé quand ils étaient UMP un accord avec le Parti communiste chinois pour vous dire. Et puis Chirac, c'est le dialogue franco-russe et tout ça. Donc tous ces gens-là, allez, ça dégage. Et puis Reconquête, bah, c'est beaucoup plus récent, mais enfin c'était la même lignée, et ils étaient là pour normaliser le Rassemblement national, pour essayer de lui tailler des croupières, mais ça n'a pas marché. Puis Zemmour, on a vu que c'était un nul, comme je l'ai toujours dit. Marion Maréchal l'a achevé, lui qui s'était déjà tiré une balle dans le pied. Et ben voilà, c'est tout. Mais quand tous ces gens-là se seront bien décrédibilisés, eh bien, la résistance française, la nouvelle France libre, comme je l'appelle, arrivera et les gens verront bien qu'on avait eu raison depuis longtemps. Mais pour ça, c'est comme Milei. Milei a émergé parce que l'Argentine était au fond du trou et qu'il y avait une inflation hallucinante. Et donc, les gens ne comprennent pas tant que, c'est comme en 40, personne n'a compris en 40. Il a fallu attendre 43, fin 44. Je vous rappelle qu'en mai 44, hein, je rappelle souvent cette anecdote, mai 44, 1 million de Français vivent le maréchal à Paris, à l'hôtel de ville. Maréchal, nous voilà et compagnie. Bon, c'était pas Marion Maréchal, c'était le maréchal d'avant. Et donc, là, on est à quelques mois du débarquement, je veux dire. Mais c'est ça les Français, et c'est ça les êtres humains, je crois. Donc, il faut
c'est un marathon, là, on est lancé dans un marathon, on ne sait pas combien de temps cette guerre peut durer. Ça peut s'accélérer, mais pour l'instant, on a déjà dépassé les 4 ans, d'après mon compteur, hein. Moi, je démarre cette guerre en janvier 2020, donc voilà, on est à 4 ans, oui, c'est ça, 4 ans et 6 mois. Bon, bah, voilà, il faut prendre son mal en patience, il faut rien lâcher et il faut continuer à dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Et donc, je remercie, pour conclure, mes souscripteurs, ceux qui m'ont posé ces questions et d'autres, parce que c'est grâce à vous que je continue ce travail, et puis mes lecteurs, qui partageaient donc mes idées avec d'autres avec lesquels vous parlez ensuite. N'hésitez pas à acheter des livres aussi pour les offrir, très important. Donc là, c'est pas Noël, mais enfin, il n'y a pas que Noël, là aussi. Moi, Noël, je fête pas Noël, hein, je m'en fiche pas mal. Si vous voulez offrir des cadeaux, au lieu d'offrir des babioles ou des trucs, des BD ou je sais pas quelle bêtise, offrez mes livres. Voilà, ou ceux de Golitsyn, ou ceux ou Mathieu Sirvin. Voilà, ça c'est des bons cadeaux. Et même si la personne n'est pas complètement au fait de tout ça, au moins il a accès à ses idées, et ensuite c'est libre à chacun évidemment de vouloir découvrir la réalité ou pas, hein. Moi, on force rien à personne, mais si vous leur donnez pas, ben, ils vont jamais avoir cette opportunité. Et un livre, c'est pas comme une vidéo. Quand vous envoyez une vidéo, bon, c'est une chose, mais quand vous offrez un livre, surtout de main à la main, c'est très important parce que c'est un bout de vous-même aussi, c'est très symbolique, et la personne, quand elle lit votre livre, le livre que vous lui avez offert, elle pense à vous, et si elle a une bonne idée de vous, elle lira le livre différemment. Il y a tout ça, c'est pour ça que moi je suis très attaché au livre, hein, j'ai été éditeur longtemps. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci encore de les avoir posées. Et si vous voulez rejoindre les souscripteurs, le lien est dans la description. J'espère que vous serez nombreux. Là, ça a un peu baissé ces derniers temps, donc je compte sur vous. Et puis, parce que j'ai besoin d'un minimum pour vivre, hein. Là, je suis à peine au SMIC, mais je ne me plains pas, je fais ce qui me plaît. Et pour l'instant, ça va, on va dire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous découvrirez comme ça plein de contenus que vous ne lirez nulle part ailleurs. Voilà. Et donc, je fatigue, donc je vous laisse, mais merci pour votre temps. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, Noël France Libre et la vraie droite. Salut.